Mon problème avec cette compagnie, c'est comme avec toutes les entités toutes les pharmaceutiques ou bien les biotech, c'est toujours la durée des brevets. OK? Parce que ce sont des entités qui rapportent beaucoup d'argent et paraissent sous-évaluées, mais faites attention quand vous trouvez une biotech qui est sous-évaluée. Toujours aller questionner ici le portfolio en question. Et il me semble que cette compagnie-ci doit avoir un médicament qui arrive à expiration bientôt. D'accord? Donc, c'est peut-être également la raison pour laquelle elle a tendance à peut-être, elle paraît sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Maintenant, le plus important, c'est de voir dans le pipeline présentement, est-ce qu'il y a des médicaments qui pourraient reprendre le flambeau? Est-ce qu'il y en a certains qui sont déjà sur le marché commercialisés par ce business-ci, qui commencent ici à peu près à prendre, dont les volumes augmentent de plus en plus? OK, pas juste le prix. Surveiller également l'évolution du prix de chaque médicament ici, parce que ça peut poser des problèmes quand le prix d'un médicament augmente. Et je vous dis toujours, si vous n'avez pas connu le scandale Valeant, allez-y voir, tapez sur Facebook, tapez sur Google ici Valeant. Allez-y également regarder Martin Shkreli. Martin Shkreli. En fait, ils avaient un business. Martin Shkreli n'a pas travaillé pour Valeant, mais c'est un peu celui qui a un peu plus, qui a payé pour cette mauvaise presse, là, on va le dire. En fait, les compagnies pharmaceutiques, il y a quelqu'un qui s'est levé un jour, il a dit que oh, mais c'est du génie de ne pas avoir de la recherche et développement. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'acheter des médicaments qui arrivent bientôt à expiration ici et augmenter le prix. OK? C'était le business model de Valeant. Et Martin Shkreli, je pense son business à lui, c'était de faire à peu près la même chose, mais sur des médicaments qui n'avaient pas une grosse part de marché, qui étaient situés sur des marchés de niche, où il n'y avait pas beaucoup de clients. Il n'y avait pas beaucoup de clients, mais où le médicament était indispensable. Par exemple, un marché de peut-être 10 millions de dollars, on va le dire comme ça. Il y a peut-être 100 personnes ou 200 personnes qui sont malades et qui n'ont pas le choix que de prendre ce médicament-là. Ce qu'il faisait, c'est que vu que le médicament en question arrivait quand il constate que le médicament arrive bientôt à expiration, le brevet arrive bientôt à expiration, ce qu'il fait, il rachète le business en question, il double ou il triple le prix du médicament, histoire de générer le maximum de revenus possible en très peu de temps. Et il recommence. Et vous serez étonné de voir le nombre de médicaments qu'on peut avoir sur des marchés de niche. OK? Or, au niveau, moralement, ça cause déjà un problème. Mais gars, il y a des gens qui n'ont pas de morale, ils s'en foutent. Et puis d'ailleurs, si vous voulez faire de l'argent et que vous avez de la morale derrière, je ne sais pas si vous allez arriver à long terme. Mais bon, c'est pas la peine de sacrifier votre morale également, hein, je vais le dire comme ça. Mais parfois, on n'a pas le choix ici que de faire des conneries également. Enfin, de mettre les mains dans la merde, si vous voulez. D'accord? Et par rapport à ce que... Moi, ça me pose un problème, le prix des médicaments, parfois. Parce que je considère qu'on vend la vie. Pourtant, la vie n'a pas de valeur. La valeur est inestimable. Même la valeur de la vie je prends un exemple simple. Hein, et les clochards ne sont pas situés... ce ne sont pas des sous-hommes. D'accord? Donc, si tu prends la vie... Tu penses que la vie d'un clochard vaut moins que ta vie à toi? C'est ce que je veux dire. Donc, la vie a une valeur inestimable. Et quand on est malade et qu'on se rend compte qu'il faut acheter encore le médicament à des prix exorbitants, croyez-moi, ça fait mal. Donc, United Therapeutics, quand tu vas aller regarder ce type d'entreprise, tu regardes les volumes, tu regardes ici les brevets en cours, ceux qui arrivent à expiration, les pipelines actuels, donc les médicaments qui sont bientôt approuvés. Quand je te parle de pipeline, je ne te parle pas des médicaments en stade 1 ou en stade 2. Je te parle de ceux qui sont presque approuvés ici. Et encore, quel type de pathologie ici, sur quel type le médicament en question va traiter quel type de pathologie. D'accord? Donc, il faut souvent faire attention aux bénéfices nets, etc. Sinon, on va se retrouver à peu près sur la même histoire que Gilead. Ce sont des business qui ne sont pas aussi évidents à évaluer. Et je pense qu'il faut jamais avoir une expertise technique sur ces genres d'entreprises. Moi, je les évite littéralement. Donc, quand je prends du United Therapeutics devant moi ici ou bien du Pfizer, je fais toujours attention, savoir qu'on n'est jamais à l'abri ici d'un blockbuster qui serait arrivé sur les mois à venir. D'accord? De toute façon, moi, j'ai raté mes cours de sciences naturelles. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était les cours de comptabilité. Donc, ce qui veut dire que je suis très limité quand il faut parler de... Je n'aime pas les pharma parce que ça peut changer très rapidement. Mais ça ne veut pas dire que je ne les comprends pas.
OK? Donc, c'est égal. Ici, stabilité ou croissance des revenus, on a des revenus croissants. Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. Pourtant, on avait eu un ralentissement jusqu'en 2020 ici. Est-ce que la marge brute ici a augmenté ou diminué? On est plutôt stable. C'est intéressant également ici. OK? Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? On voit ici que le nombre d'actions augmente. Pourquoi? 6 millions en supplément alors que vous gagnez techniquement beaucoup d'argent. L'EBITDA également est à peu près à des niveaux de 50%. C'est très très beau à voir, n'est-ce pas? Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Elle a tendance à rapporter beaucoup d'argent. Net income et le free cash flow vont dans le même sens. Nombre d'actions augmente ou diminue? Enfin, on a déjà regardé ça ici. Dette net sur EBITDA, négatif. On a plutôt ici, je pense, du cash net. OK? So, 4 milliards 140 millions. Et enlevez littéralement de vos têtes que c'est 4 milliards. Donc, c'est presque 40% de la capitalisation boursière ici est en cash. Donc, dites-vous ici que si vous achetez cette compagnie à 9 milliards, à peu près à 10 milliards, vous allez trouver 4 milliards dans les caisses. Mais est-ce que ce cash-là vous appartient? Non. Est-ce que ce cash-là va essentiellement... Excusez-moi, si vous l'achetez, il vous appartient. Est-ce que ce cash-là va servir ici à payer les dividendes ou racheter les actions entièrement? Je pense que ce cash va servir à faire des acquisitions. Histoire de toujours continuer à générer des revenus de plus en plus élevés et des marges de plus en plus stables. Ou bien histoire également d'étoffer le portfolio ici de produits sur le marché. Donc, en termes d'évaluation, et il faut être très prudent ici. Est-ce que c'est un business prévisible? UTHR. Quand une entreprise, quand une Big Pharma ici a un médicament qui fonctionne très bien, elle a tendance à être très prévisible. Mais comme je l'ai mentionné ici, c'est un business, j'aurais tendance à ne pas payer des multiples de valorisation très élevés. D'accord? Ici, à 15 fois les bénéfices, par rapport aux bénéfices attendus en 2026, on pourrait avoir à peu près un prix aux alentours de 377 $ l'action. Vous allez vous dire ici, waouh, opportunité exceptionnelle. Mais ça sous-entend des volumes et des niveaux de prix équivalents sur les médicaments qu'on a présentement sur le marché. OK? Il faut faire attention. Donc ici, le problème ne sera pas situé au niveau de la sous-évaluation, mais au niveau de la compréhension du pipeline de produits et du portfolio en cours, présentement vendu. Il faut vraiment écouter les conférences call pour voir qu'est-ce que le marché voit que nous, on ne voit pas sur ce business. C'est ça qu'on devrait se poser comme question également. Donc, sinon, moi, je peux vous dire qu'elle est sous-évaluée ici, mais quantitativement. Et une sous-évaluation quantitative, ça ne veut pas forcément dire qu'on va l'acheter. Parce qu'on aimerait bien une entreprise qui est sous-évaluée quantitativement, mais également qui a un business ici durable. Or, moi, je ne fais confiance généralement à personne. Donc, quand je vois l'estimation des analystes, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Il semble être optimiste et c'est tout ce que ça veut dire pour moi. Maintenant, à moi d'aller chercher pourquoi. Et vous ne pouvez pas répondre à pourquoi en regardant ceci. Or, vous remarquez une chose. Avant, on s'attendait à du 31 $ en 2026. Là, c'est 25 $. On a perdu plus de 10%. On a perdu plus de 10% sur l'attente des analystes. Est-ce que c'est 10%? 25 divisé par 30. Oui, c'est ça. Les attentes ont diminué à peu près de 16%. Et c'est énorme. Même si elles ont augmenté en 2025, mais ce qui veut dire ici qu'à long terme, ici, il y a peut-être quelque chose à aller regarder en profondeur. Donc, si ce business t'intéresse, l'heure n'est pas au niveau des multiples. Les multiples sont parfaits. La valorisation est parfaite. Tout est maintenant question de durabilité du portfolio en question. Donc, questionne ici la durée des brevets, le style de médicaments qu'on vend, la taille ici du marché, les différents compétiteurs, le prix, l'évolution du prix de ces médicaments-là. Très, très important. Parce que si on a un médicament qui coûte 30 000 $, je sais qu'aux États-Unis, présentement, ils mettent de plus en plus l'œil sur le prix des médicaments. OK? Après, si tu veux te faciliter la vie, tu as toujours McKesson, hein, qui de toutes les façons va distribuer les médicaments vendus par cette compagnie-ci et va prendre sa commission. Tu as la même entité ici qui a un business assez prévisible à 15 fois les bénéfices. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que je vais aller me casser la tête à acheter un truc à 10 fois les bénéfices qui a peut-être des bénéfices nets imprévisibles pour les années à venir? Bref, ce n'est que mon avis. Hein.
Et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Gratuit jusqu'au 29 du mois de février. Merci.